tous, bon retour sur ma chaîne et nous allons donc continuer avec nos recueils de données par besoin et aujourd'hui avec plusieurs besoins parce que plus on avance effectivement plus il risque d'y avoir de répétitions, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus court. Et le premier que je vais aborder, c'est agir selon ses croyances et ses valeurs. Alors c'est souvent un besoin qui pose problème lors du recueil de données parce que qu'on soit étudiant ou professionnel, on ne sait pas trop quoi mettre là-dessous, si ce n'est la religion. Mais ce n'est pas la seule chose. Donc, que faut-il rechercher lors de l'entretien avec le patient ou son entourage ou dans le dossier? Alors, tout d'abord, quel est l'engagement personnel de la personne face au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que ça l'intéresse finalement, ce qui se passe au quotidien? Comment réagit-il face aux pertes, aux problèmes de société, aux questions essentielles? Est-ce qu'il s'intéresse à tout ça? Est-ce que ça a de l'importance pour lui? Est-ce que, bien entendu, la religion est importante pour le patient et son entourage? Bon, ça, généralement, on y pense. Et quelles sont les valeurs que le patient privilégie? Parce qu'il n'y a pas que la religion. Alors, par exemple, le patient peut être très axé, donner beaucoup d'importance à ce qui se passe ici et maintenant. Il vit plus dans le présent. Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui va plus se projeter sur le futur, sur le spirit, que ce soit sur le spirituel ou le matériel? Est-ce qu'il va privilégier tout ce qui concerne les droits et les devoirs, l'égalité, la discrimination? Bon, on va plutôt privilégier l'égalité que la discrimination, mais des fois, on peut rencontrer ce type de cas, etc. Donc, vous voyez, différents types de valeurs. Ensuite, est-ce que ce patient a certains rituels, alors en rapport avec des célébrations, d'événements religieux? Oui, ça on y pense, mais ça peut être aussi d'autres événements qui sont très importants pour lui, comme le jour de l'an qui se fête en famille pour lui, ou la fête nationale, parce que, je sais pas, par exemple, c'est un ancien combattant, ou les armistices, par exemple. Mais ça peut être aussi des étapes de la vie qui sont importantes. Si on a une personne âgée, par exemple, dont le projet le plus important dans l'immédiat, c'est la naissance de son arrière-petit-enfant, par exemple. Ou ça va être le mariage d'un petit-enfant, ou d'un enfant, tout simplement. Ou au contraire, par exemple, les étapes de la vie, comme les décès, sont quelque chose qui le préoccupe beaucoup. Ça peut être aussi en lien avec la santé, les préoccupations. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui a des talismans, des gris-gris, etc. Quelle importance accorde ce patient aux symboles religieux, mais pas que, aussi, par exemple, aux symboles patriotiques. On a parlé tout à l'heure des gens pour lesquels, par exemple, la fête nationale, les armistices sont très importants. Là aussi, le drapeau, différents emblèmes peuvent être importants. Ça peut être aussi des emblèmes politiques. Vous pensez, comme la faucille et le marteau, pour une personne qui serait communiste, ou la croix de Lorraine pour un gaulliste, par exemple. Alors, quelles sont aussi les pratiques en lien avec la religion, la politique, ou aussi quelles sont, par exemple, les pratiques sur les grandes questions de société? Est-ce que c'est une personne qui est très investie et qui participe, par exemple, à différents débats sur des questions de société, comme les débats sur la contraception, l'avortement, la PMA, la peine de mort, l'euthanasie, les droits de l'homme, le racisme, etc. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que la religion, il y a plein d'autres valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on va observer, effectivement, chez le patient? Bien entendu, est-ce qu'il possède déjà des objets symboliques, que ce soit des objets religieux ou non, ça peut être des médailles, des statues, mais ça peut être des livres. Alors, est-ce qu'il se rend, pour la religion, sur les lieux de culte, comme la chapelle, la synagogue ou la mosquée, ou est-ce qu'on le regarde, par exemple, à la télé, ou est-ce qu'il a l'habitude d'aller à des rassemblements, par exemple des commémorations d'armistice, ou encore est-ce qu'il fait des dons à des associations, des partis politiques, ou est-ce qu'il participe activement? Et notamment, est-ce que pour lui c'est très important de voter au moment des élections? Est-ce que ce patient a demandé
l'intervention d'un ministre du culte? Ou au contraire, est-ce qu'il ne veut absolument pas voir de ministre du culte? Oui, pensez. Est-ce que, par exemple, il médite? Est-ce qu'il prie? Ou est-ce qu'il a des lectures religieuses? Est-ce qu'il réagit, hein? Est-ce qu'il y a des réactions en lien avec des problèmes spirituels, avec les questions sur la vie et la mort? Il peut, une personne, par exemple, qui est notamment en fin de vie ou à qui on vient d'apprendre, par exemple, une maladie grave, présente un doute, de la colère, de la dépression ou un sentiment de culpabilité face à sa vie actuelle ou passée, ou si c'est un parent, un sentiment de culpabilité par rapport à la maladie de son enfant. Est-ce qu'au contraire, la personne qui, adulte, va plaisanter ou va être cynique dans des propos reliés à la mort, hein. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut mettre là-dessous. Alors, comment on peut résumer tout ça? Eh bien entendu, on va noter les croyances religieuses en précisant est-ce que la personne est pratiquante ou non, est-ce qu'il souhaite ou pas l'intervention d'un ministre du culte, quelles sont ses valeurs essentielles, est-ce qu'il a fait des directives anticipées? Important. Est-ce que cette personne verbalise son bien-être spirituel ou au contraire des doutes, des inquiétudes ou de l'autodépréciation, une frustration par rapport à son incapacité dans les actes de la vie quotidienne? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il présente des signes d'anxiété, d'agressivité, une apathie, un repli, ou une perte d'appétit, un trouble du sommeil, une passivité, par exemple, lors des soins, qui montre que il se détache un petit peu de tout ça, ou qu'il pourrait présenter une détresse, tout simplement une détresse spirituelle ou un sentiment d'impuissance. Voilà pour ce besoin. Alors, nous allons passer au besoin suivant, qui est s'occuper en vue de se réaliser. Alors, qu'est-ce que l'on va recueillir pour ce besoin? Alors, le besoin s'occuper en vue de se réaliser est directement lié aux différents rôles sociaux qui permettent donc à une personne de s'épanouir dans la vie. Le travail, l'acquisition de connaissances, le partage d'un savoir-faire, par exemple, sont des moyens de satisfaire le besoin de s'occuper en vue de se réaliser. Lorsqu'il n'est pas satisfait, nous aboutissons souvent à des diagnostics infirmiers qui mentionnent l'exercice du rôle ou des stratégies d'adaptation individuelle ou familiale. Alors, ce besoin fait donc référence à des rôles, des responsabilités, des projets, des buts qu'une personne se donne. Alors, les rôles peuvent être bien sûr multiples chez une personne. Ça peut être le rôle de parent, ça peut être le rôle de grand-parent, ça peut être le rôle professionnel, par exemple, en lien avec le travail, ou un rôle au sein d'une association, que ce soit secrétaire, trésorier, président, j'en passe, ou un rôle de bénévole, tout simplement. Alors, bien sûr, la maladie, le handicap, le vieillissement peuvent être des obstacles, comme pour tous les autres besoins d'ailleurs. Par exemple, les atteintes neurologiques, musculo-squelettiques, qui altèrent les capacités physiques ou causent de la douleur, ont un impact sur les activités en lien avec ce besoin. De même, l'état psychologique influence également la satisfaction du besoin. Un manque de confiance, une dépression empêche généralement la personne à entreprendre des activités. Alors, pour exercer certaines activités, en plus, il faut payer, par exemple, payer pour le transport, la cotisation, le matériel, etc. Donc, une diminution des ressources financières peut avoir un impact. Donc, il faut y penser dans les données. Ensuite, j'ai évoqué tout à l'heure les bénévoles. Eh bien, le bénévolat est un moyen de valorisation, car il est généralement choisi, au contraire de certains métiers exercés dans une vie. Le statut social, donc, est important. Donc, une personne en activité a généralement le sentiment d'être utile à la société, ce qui parfois n'est plus le cas à la retraite. Et la retraite donne lieu à des changements émotionnels et sociaux. Alors, il y a des baisses de revenus, mais il y a la perte du rôle social, voire d'identité, la perte des contacts sociaux. Donc, qu'allons-nous observer
chez le patient en lien avec ce besoin? Eh bien, déjà, est-ce qu'il montre de l'intérêt pour les autres? Est-ce qu'il s'investit dans des projets? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il met son savoir-faire au service des autres, par exemple? Est-ce qu'il est capable de gérer ses biens, son logement, ses traitements? Donc ça, c'est important. Alors, comment résumer et intégrer les données sur ce besoin de s'occuper en vue de se réaliser dans notre petit tableau habituel? Eh bien, tout d'abord, on va noter les difficultés à faire des choix, la notion de changement. Alors, est-ce que c'est un changement dans les responsabilités habituelles, dans la capacité à remplir son rôle ou un changement de milieu de vie? Ensuite, en ce qui concerne l'adaptation, eh bien, on va noter le déni des problèmes, la capacité à résoudre les problèmes. Ça peut être le rejet de la responsabilité sur autrui, le refus de la critique ou des difficultés à maintenir des relations, ou encore un comportement destructeur envers soi et les autres, une anxiété, un repli. Autres données importantes, ce sont celles qui concernent le domicile. Alors, est-ce que la personne a des difficultés d'organisation, d'entretien de son domicile? En ce qui concerne les rôles, il y a notamment le rôle parental. Est-ce que cette personne présente une crainte de ne pas faire face, une réticence à faire des soins à son enfant, ou au contraire, est-ce que ce sont des soins inadéquats? Ou encore, est-ce qu'il y a une absence de manifestation d'attachement, une absence d'autorité, ou au contraire un excès d'autorité? Si la personne est aidant naturel, ça peut être l'inquiétude par rapport à la santé de l'aidé, ou la surprotection de l'aidé, la difficulté dans les soins, des difficultés liées aux troubles cognitifs de l'aidé, un sentiment de perte par rapport au changement chez l'aidé. Bien entendu, les données peuvent concerner également l'aidé. Et là, on se retrouve dans les notions de perte de rôle. C'est-à-dire ce que l'on a vu, par exemple, dans le rôle parental. On peut très bien le calquer à un rôle dans la société au quotidien. Alors, ça peut être aussi des données en lien avec la dynamique familiale. Par exemple, l'absence d'entraide, une communication difficile au sein de la famille, une rigidité dans les fonctions et les rôles de chacun, un manque de clarté des règles, un déni des problèmes, une impuissance face aux problèmes, une agressivité, une négligence ou encore un rejet. Et encore là, ces données donc ne sont pas exhaustives. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur ce besoin, s'occuper en vue de se réaliser. Et je vais maintenant passer au besoin suivant, qui est se récréer, qui est donc le besoin numéro 13 sur Virginia Anderson. Et bien souvent, quand on est étudiant, voire même professionnel, on peut confondre celui dont je viens de parler, donc s'occuper en vue de se réaliser, et se récréer. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Puisque lorsqu'on parle du besoin de se récréer, on va plutôt penser à loisir. Là, on n'est pas dans une notion de rôle comme le précédent. Chaque personne a des loisirs avec des objectifs de détente, de divertissement, ou encore, ça peut être aussi de l'épanouissement personnel ou de la créativité. Alors, les activités de loisirs permettent de se détendre, de se divertir, mais aussi de se joindre aux autres, quand il s'agit d'activités de groupe. Donc, évidemment, selon les loisirs, les altérations physiques ou psychologiques vont parfois être des obstacles à la satisfaction de ce besoin. Donc, non seulement, eh bien, on va s'intéresser bien sûr aux loisirs habituels de la personne, mais on va s'intéresser déjà aux barrières, aux différentes barrières. Alors déjà, au niveau de des barrières physiques, on va s'intéresser à la coordination, la dextérité et la force musculaire requises pour certaines activités. Bien entendu, il y a des activités moins physiques, mais qui requièrent là, par contre, une bonne acuité visuelle. Alors, il y a comme barrière physique, bien sûr, l'immobilité, la douleur, l'altération du niveau de conscience, les déficits sensoriels, visuels, auditifs, la fatigue, les déficits cognitifs, l'altération de mobilité,
et notamment des mains, hein, quand on fait des activités manuelles. Aussi la notion d'équipement, bien entendu, qu'un patient qui est en traction ou qui est perfusé ne va pas pouvoir effectuer certaines activités. Il existe aussi des barrières psychologiques et ou cognitives. Donc déjà, il y a le manque de motivation. On va retrouver la dépression, mais aussi le manque de connaissances ou la gêne, tout simplement. Et les dernières barrières, ce sont les barrières socio-économiques. Par exemple, le manque d'un réseau de soutien, notamment pour les personnes âgées, mais aussi les limites financières et les problèmes de transport, hein, qu'on a déjà évoqués. Ensuite, que faut-il observer chez le patient? Eh bien, on va observer les signes d'altération et les dispositifs médicaux qui entravent ou qui peuvent entraver la pratique du ou des loisirs habituels de ce patient. Alors, que trouve-t-on dans notre tableau? Donc, les loisirs habituels, bien sûr, à quelle fréquence? Quelles sont les manifestations d'insatisfaction, du besoin de se récréer? On va avoir les plaintes, notamment par rapport à l'ennui, on va avoir quelquefois du désintérêt, ou alors ça va être de l'agitation, un repli sur soi. Et donc, il faut automatiquement relier, hein, toutes ces données, hein, à la satisfaction des autres besoins, puisque, comme on l'a vu, hein, pour se recréer, eh bien, il faut être capable de communiquer, il faut être capable de se mouvoir, de se vêtir, se dévêtir, déjà, hein, c'est une première chose. Ce sont les premiers auxquels on pense. Et bien sûr, éviter les dangers, ça aussi, c'est important, dans le choix des activités pour se récréer. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, et j'espère donc avoir apporté des éléments pour clarifier, hein, notamment les deux derniers besoins, là, s'occuper en vue de se réaliser et se récréer, hein, pour que vous voyez la nuance entre les deux. Et je vous revois, j'espère, donc pour le dernier besoin, qui est le besoin d'apprendre. Mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt.